Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre journal de la semaine, présenté par Memphis. L'événement de la semaine ne pouvait être autrement qu'une collation offerte par l'association au titre. Il faut y croire, quoi. On a cru. Le diabète de type 2 est une affection qui est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle est très fréquente. Mesdames et messieurs, je me fais un grand plaisir de vous présenter, ce soir, ce journal que je commencerai par l'expression de nos regrets sincères à Monsieur Salah Bouzidi qui a été omis involontairement parmi les contributeurs du séjour de nos visiteurs de Miliana. Boulette, vous êtes devant le siège de l'association, alors parlez-nous un peu de cette collation du 21 avril. Oui Memphis, je suis devant le siège de l'association et je peux dire que j'ai vu rentrer plusieurs personnes avec, entre autres, Youssef Boukentesh et les membres des bureaux des associations AACB et Bamboulaïd Polyvalent. La partie promet d'être conviviale et chaleureuse. Je ne manquerai pas de vous faire un compte rendu de ce qui sera dit et fait au terme de la collation.
Combien de générations d'élèves, de professeurs et d'encadreurs sont passés par le lycée Ben Boulaïd? Le constat aujourd'hui c'est que certaines personnes nous ont, malheureusement, quittés, d'autres sont malades ou infirmes et d'autres continuent leur combat avec cette vie éphémère. Afin que l'on n'oublie pas nos camarades, revisitons leurs images anciennes ou récentes et prions Allah de leur accorder sa miséricorde et de prolonger la vie de ceux qui sont encore vivants. Amis.
Xartafilelt, utopie éco-citoyenne devenue réalité aux portes du Sahara. Posée depuis 20 ans au sommet d'une colline rocheuse de la région du Mzab, dans le nord du Sahara, Xartafilelt se revendique première cité éco-citoyenne d'Algérie. Avant-gardiste, elle s'inspire pourtant de principes et d'un héritage séculaire. À 600 km au sud d'Alger, aux portes du Sahara, cette ville de 6000 habitants surplombe Beni Isgen, le plus célèbre d'Exour de la vallée du Mzab, ces villages fortifiés antiques d'Afrique du Nord, dans cette région inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. On y entre par une immense porte en bois s'ouvrant sur un entrelac de ruelles dont l'étroitesse casse les vents de sable et garde les passants à l'ombre en été. Mais à Xartafilelt, personne ne doit cacher à son voisin le soleil et sa lumière, explique le fondateur de cette cité, Ahmed Nou, un docteur en pharmacie retraité. Aucun des bâtiments au toit plat ne peut donc dépasser 7,60 m de haut, soit un étage. Basée sur les principes de l'architecture kzourienne adaptée au confort moderne, la ville compte un millier de maisons compactes et basses, au ton uniformément ocre surligné de blanc. Adaptée au climat saharien brûlant et à un environnement où les ressources sont rares et précieuses, l'Exour répondait déjà il y a plusieurs siècles aux critères modernes de l'éco-construction, harmonie avec l'environnement immédiat, construction durable, gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, recours à des matériaux garantissant une isolation acoustique et même thermique, apportant fraîcheur en été et chaleur en hiver. L'idée d'une telle ville éco-citoyenne en Algérie a germé dans les années 1990 comme alternative aux cités dortoirs de béton. L'objectif était de puiser dans l'architecture traditionnelle et les valeurs ancestrales mozabites pour concevoir une ville capable à la fois de fournir des logements abordables et de préserver l'écosystème fragile des palmeraies et oasis alentours. Ici, l'ancestral côtoie le moderne afin d'obtenir une cité écologiquement viable, résume Ahmed Nou. Moins tout Isaac et crédit à taux zéro moins. Le projet est lancé en 1997. Entouré d'intellectuels, d'architectes et de scientifiques mozabites, Ahmed Nou crée une fondation qui fera office de promoteur mais aussi d'organisme de crédit, gratuit, pour les futurs propriétaires. Pour une somme modique, la fondation Amidou acquiert auprès de l'État une colline rocheuse de 22 hectares qui n'hébergeait jusque-là qu'un dépotoir. Des notables mozabites avancent les premiers fonds, l'État soutient le projet et les futurs résidents participent à la conception et au chantier, en vertu de la Touisa, un travail d'intérêt général qui fait partie des traditions mozabites. Il fallait s'imaginer, en 1997, habiter dans une région aride, sur une montagne rouge. Il fallait y croire et on y a cru, raconte Zergoun El Bakir, 54 ans, l'un des premiers habitants de cette cité conçue ex nihilo. L'éco-durabilité est au cœur du concept de Xartafilelt. Au béton, qui défigure en contrebas la périphérie de la palmeraie de Beni Ixen, vieille de 10 siècles, ont été préférés pierre, plâtre et chaux, des matériaux aisément disponibles localement, bon marché et qui sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. Les mouches à biais, grilles de bois ouvragées, aux fenêtres préservent l'intimité du foyer tout en assurant l'aération et le rafraîchissement des pièces. En été, où le thermomètre grimpe jusqu'à 45 degrés, il en fait naturellement 5 de moins à l'intérieur des bâtiments. Moins le meilleur des mondes ? Moins. Près de la moitié des eaux usées sont traitées par des procédés d'épuration biologique. Une partie de l'éclairage public provient de l'énergie solaire. Et, bien sûr, les habitants trient leurs déchets. Xartafilelt se veut un modèle de civisme. Au cœur du projet figure la résurrection des valeurs ancestrales d'entraide et de solidarité prônées par le rite ibadite auquel adhèrent majoritairement les mozabites. Ces valeurs furent essentielles pour la survie de la société mozabite dans un environnement hostile. Le travail, notamment la touisa, est un devoir, et la solidarité, une obligation religieuse. Tout est codifié à Xartafilelt, des règles de voisinage aux cérémonies de mariage. La vie est régie par une charte que tous les habitants doivent signer, explique Ahmed Nou. Elle impose diverses règles de savoir-vivre, de voisinage, de propreté, de participation aux travaux collectifs. Chaque famille prend ainsi en charge durant une semaine à tour de rôle la propreté de son quartier. On n'a rien inventé.
Les habitants de cette ville facile d'accès et dotée d'une école, à quelques minutes seulement de Beni Isgen, sont toutefois essentiellement des hommes célibataires ou des couples mariés. De fait, la société mozabite, puritaine, reste conservatrice, les femmes célibataires ne peuvent devenir propriétaires que si elles ont des parents à charge, et les veuves ou divorcées, seulement si elles ont des enfants à charge. De l'autre côté du rempart qui ceinture la ville, s'étend un écoparc, version moderne de la Palmeraie voisine qui, historiquement, assurait la subsistance des habitants de la région. Là, chacun doit planter 3 arbres, un palmier, un arbre d'ornement et un fruitier, et les entretenir selon les règles de la culture biologique, ni engrais chimiques ni pesticides. Le lieu est aussi doté d'un parc animalier, avec chèvres, moutons et singes nourris notamment grâce aux déchets organiques. Il a vocation à sensibiliser les jeunes générations à l'écologie. On n'a rien inventé, explique Sadiq Karim, un membre de la fondation Amidoul. On ne fait que perpétuer la vision de nos ancêtres, protéger la nature et lui laisser ses droits. Être protégé. Nous entamons, à partir de ce numéro, la vulgarisation de certaines maladies touchant particulièrement les personnes âgées à travers notre rubrique Toshibani Health. À tout seigneur dans le ravage, tout honneur dans le combat, voici le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une affection qui est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle est très fréquente. Elle touche actuellement 4% de la population française, c'est-à-dire à peu près 3 millions de sujets. Et elle est d'autant plus grave qu'elle est silencieuse, et on estime qu'il y a 500 000 sujets qui sont diabétiques et qui ne le savent pas. Dans ces conditions, on sait que tous ces gens qui ne sont pas traités, dont la glycémie reste continuellement élevée, vont faire des complications et qui sont des complications très graves. C'est évidemment une épidémie, et l'on voit en France la prévalence du diabète, c'est-à-dire la fréquence du diabète qui augmente régulièrement d'année en année, et on estime dans le monde qu'il y aura plus de 400 millions de diabétiques en 2025, notamment dans les pays qui sont actuellement en développement économique de façon expansive, comme la Chine et l'Inde. Donc il y aura énormément de diabétiques avec toutes les complications que ça induit. Car le diabète de type 2 est actuellement la première cause de cécité, la première cause d'amputation non traumatique, la première cause d'entrée en insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire en dialyse, et c'est une cause essentielle des infarctus du myocarde. Dans le diabète de type 2, il y a 2 points essentiels. D'une part, la génétique. Et l'on sait que si 2 parents sont diabétiques de type 2, les enfants ont un fort risque de devenir diabétiques. Et sur ce terrain génétique, il y a des circonstances environnementales qui sont très importantes, et notamment la prise de poids. Et lorsque l'on regarde en France la répartition géographique de l'obésité, c'est exactement celle de la répartition géographique du diabète de type 2, et ça intéresse notamment les régions du nord de la France et les régions de l'Est. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline qui est normalement sécrétée par le pancréas n'est plus suffisamment efficace, et donc le pancréas surréagit, fabrique beaucoup d'insuline qui malheureusement n'est pas suffisamment efficace pour faire baisser la glycémie. Et puis dans un second temps, eh bien, le pancréas lève les bras, n'arrive plus à fonctionner suffisamment, et donc on voit apparaître ce diabète de type 2. Les symptômes peuvent exister, mais ils sont finalement tardifs. Peuvent se manifester de 2 façons, soit par ce qu'on appelle un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire une augmentation de la soif, une augmentation de la diurèse, mais là pour des glycémies qui sont très élevées. Mais le plus souvent, cette maladie est totalement asymptomatique. Donc il faut créer le symptôme.
Et pour créer le symptôme, eh bien, il faut doser la glycémie dans le sang. Et on considère que les gens sont diabétiques lorsqu'à 2 reprises, leur glycémie dépasse 1,26 g à jeun. Pour le traitement du diabète de type 2, on insiste surtout au départ notamment, sur les mesures hygiéno-diététiques qu'il faut entreprendre. Ces mesures visent à faire perdre du poids au sujet, car 90% des diabétiques de type 2 sont en surpoids, voire sont obèses. Donc il est très important pour eux de perdre du poids, et pour perdre du poids, ce n'est pas tellement la suppression du sucre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plutôt la suppression des matières grasses. Donc le fait déjà de perdre quelques kilos permet au sujet d'être mieux équilibré sur le plan diabétique, voire de stabiliser complètement leur diabète. Donc diététique est importante, et également augmentation de l'activité physique. Ça également, c'est extrêmement important, et on insiste beaucoup dans le cadre de l'éducation thérapeutique auprès de nos malades sur ces deux volets de la thérapeutique. Lorsque les mesures hygiéno-diététiques ne sont plus suffisantes, eh bien, on utilise dans un premier temps la metformine. La metformine, c'est un médicament qui est ancien, qui est efficace, qui agit essentiellement sur ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline qui est normalement sécrétée par le pancréas du malade est présente mais n'est plus efficace, et la metformine va permettre de rendre à l'insuline qui est normalement sécrétée toute son activité. Donc ce médicament a pour principal inconvénient de donner des troubles digestifs à type de flatulence et de diarrhée, si bien que certains malades ne le supportent absolument pas. Dans ce cadre-là, on se fie sur le taux de l'hémoglobine glycosylée, c'est-à-dire le marqueur qui permet d'évaluer l'équilibre glycémique des 3 derniers mois du malade. Et lorsque cette hémoglobine glycosylée dépasse 6,5 ou 7%, à ce moment-là, il faut passer à ce qu'on appelle une bithérapie. C'est-à-dire qu'on va associer à la metformine une autre molécule. Et là, on dispose de plusieurs possibilités, soit les inhibiteurs des alpha-glucosidases, soit les sulfamidhypoglycémiants qui sont les médicaments les plus anciens, soit les glitazones, soit les nouvelles molécules. Lorsque cette bithérapie n'est plus suffisante, toujours évaluée par le taux d'hémoglobine glycosylée, eh bien, on peut avoir soit recours à une trithérapie, c'est-à-dire utiliser 3 médicaments oraux, soit avoir recours à l'insuline. Car l'évolution normale du diabète de type 2, l'évolution que l'on peut envisager, c'est la disparition de la sécrétion insulinique du pancréas. À la fin des fins, le pancréas n'arrive plus à fournir suffisamment d'insuline, et donc le seul traitement qu'il conviendra, c'est d'utiliser une insulinothérapie. Il faut distinguer les gens qui ne sont pas diabétiques et les gens qui le sont déjà. La meilleure prévention pour ne pas devenir diabétique, c'est de ne pas prendre du poids. Donc ça, c'est essentiel. Et notamment de ne pas prendre de surcroît d'obésité abdominale. Et donc pour cela, il faut suivre un régime, du moins pas vraiment un régime, mais une diététique pauvre en calories et pauvre en graisse, et puis surtout avoir une activité physique suffisante. Quant aux diabétiques, une fois qu'ils sont diabétiques, eh bien, c'est très important pour eux de continuer ces mesures hygiéno-diététiques, de prendre régulièrement leur traitement, et ça c'est un problème, parce que l'observance, c'est-à-dire le fait de prendre régulièrement ces comprimés ou ces injections, est un point essentiel du traitement, et puis d'être suivi régulièrement, de façon à ce que tous les paramètres de surveillance, l'hémoglobine glycosylée, la microalbuminurie, le taux de lipides, la pression artérielle, soient parfaitement dans les normes, de façon à éviter les complications qui risquent d'arriver dans les années qui suivent. Alors d'une part la balance, de façon à bien surveiller son poids. D'autre part, les glycémies capillaires qu'il peut faire lui-même, de la même façon que les diabétiques de type 1. Et puis, c'est le contrôle éventuel de la pression artérielle par l'automesure, car on sait que le contrôle de la pression artérielle est aussi important que le contrôle de la glycémie dans le cas du diabète de type 2. Il faut savoir que c'est une maladie quand même qui est relativement évolutive, donc qui est parfaitement contrôlable,
Et il faut inciter les malades à bien se suivre et bien se soigner de façon à contrôler en permanence leur glycémie en adaptant le traitement pour éviter les complications qui peuvent survenir à long terme. Je pense qu'effectivement, en couple, c'est beaucoup plus facile de suivre une maladie chronique, d'une part parce que le conjoint ou la conjointe peut encourager le sujet à suivre son traitement, à suivre sa diététique, et puis également pour dépister les hypoglycémies, notamment la nuit, parce qu'il peut y avoir des hypoglycémies, toujours avec ces médicaments qui sont insulinosécréteurs ou l'insuline, qui peuvent être méconnus et peuvent entraîner des accidents. Et souvent, c'est la compagne ou le conjoint qui se rend compte que quelque chose qui ne va pas parce que le sujet s'agite la nuit, transpire, et donc peut permettre de prendre en charge rapidement ces chutes de glucose dans le sang. On entend par musique arabo-andalouse la musique originaire d'Al-Andalus, qui est le nom donné par les Arabes à la péninsule ibérique qu'ils occupèrent pendant 7 siècles durant lesquels ils organisent une vie de cour sous le règne de grands califes. Après la chute de Grenade en 1492 et donc la fin de la présence arabe en Al-Andalus, de nombreuses familles trouvèrent refuge au Maghreb, véhiculant ainsi de l'autre côté de la Méditerranée un patrimoine culturel dont la musique constitue une identité très influente. Après 1609, date de l'expulsion définitive des Morisques, le Maghreb devient l'unique défenseur et continuateur de cette tradition musicale. Cette musique, originaire d'Al-Andalus, a continué de se développer au Maroc, en Algérie et en Tunisie sous la forme de nouba. Ce style s'est ensuite répandu dans quelques autres pays du Maghreb et du Machrek, lui conférant en chaque lieu des caractéristiques propres. حبيبي غاب ومشى عليا واليوم جو قالوا لي خبروا ما صرت ما نعطي له هديه روحي العزيزة عليا نعطي له هدية بالروحي العزيزة عليا بك القمر بجماله شتك نجومي جماله بك القمر بجماله شتك نجومي جماله
داني القايم نسمع الغد نسمع الغد نسمع الغد تلاين انا مساوي انا مساوي انا مساوي باغي نشوفك واللي فاير تلاين ياك عرفتي شنو كاين انا مساويك باغي نشوفك واللي فاير تلاين ياك عرفتي شنو كاين انا مساويك ما كنت ادري ما الحب ولا كومو عذبتوني من طيبي معناكم ما كنت ادري ما الحب لولاكم علمتموني من طيبي معناكم قلبي وذكركم في فمي فكيف أسلو أم كيف أنسكم أنتم في قلبي وذكركم في فمي فكيف أسلو أم كيف أنسكم صبري على دون اختيار دون اختيار بعد الديار بعد الديار صح الخبر ماله دواء يا فرحتي ريت بالمام وجه القمر وجه القمر يا Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.